Et pour parler des célébrations de l'Égypte du 8e anniversaire de la révolution du 30 juin, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Kamel Gadalla. Vous êtes professeur à l'Université de l'Azhar. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans notre studio. Là, déjà, que représente pour vous la révolution du 30 juin ? Premièrement, je crois que la révolution du 30 juin, on pourrait le dire, c'est une deuxième phase de la révolution de 2011. C'est conformément aussi de déclaration présidentielle de la part du président Sisi, et surtout conformément à la constitution égyptienne parue en 2014. Donc il s'agit en fait d'une continuation de cette révolte, si vous voulez, populaire, de ce réveil, de cette renaissance en fait de la société égyptienne. On a déjà fait la révolution de 2011 et on a essayé d'emprunter le bon chemin, la bonne voie, la voie de la rectitude politique, si on pourrait le dire. Mais malheureusement, il y avait plusieurs échecs en tête, l'absence de l'expérience de gouvernance de la part de frères musulmans en tête, parce que c'était la grande puissance politique à l'époque, et majorité parlementaire, majorité massive du Sénat, et aussi la présidence. Mais malheureusement, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire après cette évacuation de potentialités scientifiques, académiques, administratives au temps de Moubarak, car comme vous le connaissez très bien, tout était exclu, il n'y avait pas ni de politique ni rien, même les pratiques politiques étaient quelque chose de décor, si vous voulez, de décoratif, si vous voulez. Donc on a vécu peut-être 2 ans et demi dans peut-être 2 ordres, une situation quasiment chaotique. Oui, c'est vrai. Parce que même le Conseil suprême de forces armées, ils se sentaient, si vous voulez, incompétents. C'est pas incompétent incompétent au terme juridique, c'est-à-dire dans le sens juridique, c'est-à-dire mghayr mukhtas, au sens juridique incompétent, d'avoir libre cours dans l'administration du pays, parce qu'il sera en fait, on lui fera le règlement de compte à la fin de son mandat qui était tout à fait transitoire. On veut passer vers 2013 et la révolution. Et 2013, voilà. En fait, ce que nous a donné en fait les élections, eh bien l'expérience politique de 2011 et 2012, c'était en fait des personnes qui n'étaient pas assez compétentes pour diriger une phase très trajectoire, très sensible, comme cela. Le peuple égyptien a senti quand même que l'identité égyptienne est perdue lors du règne des frères musulmans. Oui, oui, je vous partage l'avis. Oui. Je vous dis comment. Parce qu'en fait, elle connaît très bien qu'il s'agit d'un peuple à identité tout à fait polyvalente. Vous avez par exemple des tendances européanisées, les gens par exemple qui ont été éduqués à l'européenne comme moi et vous par exemple, l'autre qui sont très bien enracinés dans le patrimoine arabo-musulman, il y a aussi le patrimoine par exemple chrétien, aussi par exemple des gens qui ont subi l'influence aussi de la civilisation gréco-romaine, il y a aussi des gens qui sont quasiment influencés par l'aspect pharaonique. Donc vous aviez cette mosaïque culturelle, mosaïque identitaire, oui. Mais le fait par exemple de mettre tout le peuple dans un stéréotype culturel, c'était quelque chose qui est tout à fait étrange en fait pour l'Égypte. Je vous donne un exemple qui était cité par Dr Moustapha Al-Fiqhi. Il a dit lorsque j'étais dans notre ambassade en Autriche, je crois, bien à Londres, je ne me rappelle pas exactement, elle m'a dit, il y avait quelqu'un, un grand responsable, que lorsqu'il me rencontrait, il me disait « Quel est le nom de votre pays ?» Je lui disais « La République Arabe Unie ». Donc c'était à l'époque. Donc il m'a dit « C'est quoi la République Arabe Unie ?» Et où est l'Égypte en fait alors ? Donc, après la constitution de 1971, c'était devenu Jumhuriyat Misr al-Arabia, la République arabe d'Égypte. Il a dit, maintenant, c'est l'Égypte. Le nom de l'Égypte est cité. Donc, il ne faut pas du tout dissimuler le nom de l'Égypte, parce que c'est l'Égypte. Donc, l'Égypte, c'est la polyvalence.
c'est la richesse culturelle, C'est c'est vrai. la diversité patrimoniale. Le fait, par exemple, que les frères essayent de prendre l'Égypte dans un itinéraire quasiment ferrérisé, si vous voulez, parce qu'en fait, c'est le terme, hein, même si c'est l'illogisme, ferrérisé, c'est-à-dire que celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous, donc à la méthode de George Bush W. Bush. Donc il a dit, ce qui n'est pas avec nous, c'est contre nous. Donc c'était les frères musulmans, malheureusement. Et malheureusement, ils étaient tout à fait en fait soucieux de faire une sorte de monopole pour les conseillers, pour les experts, dans leur clan. Donc, je dis clan. Donc, la conception des clans, elle est tout à fait étrangère à l'Égypte. L'Égypte n'était jamais de la sorte, n'était pas, par exemple, ce pays des clans où il y a des factions ici et là-bas. Donc, ce n'est pas du tout l'Égypte. Donc, moi, personnellement, donc, j'ai reçu une éducation quasiment musulmane. Parce que dans mon village, je n'avais pas de chrétiens. Donc, lorsque je me suis inscrit à Lazare, il n'y a pas de chrétiens. Mais lorsque j'ai commencé à m'ouvrir sur le monde, à partir de la fin de la 12e année universitaire, 3e année, je suis parti en France. Donc, maintenant, je suis professeur délégué dans plusieurs universités. J'ai rencontré pas mal de chrétiens qui sont tout à fait intègres et qui me sont très, très chers, par exemple. Et je crois que vous rappelez par exemple de notre première rencontre, moi et Dr Wael Naguib, donc lorsque vous étiez étonné qu'on se connaisse, parce qu'on travaille ensemble, on vit ensemble. Vous avez fait des études en France ensemble. Si on reprend la révolution du 30 juin, et depuis l'arrivée à la tête du pays, du président Abdel Fattah el-Sisi, le pays témoigne quand même d'un développement dans tous les domaines. Alors, là, c'est vrai, c'est une révolution qui a mené vers un développement. Oui, je crois que Monsieur le Président, il vous répétait l'expérience de Monsieur le Président Nasser. Lorsqu'il a commencé à beaucoup construire et bâtir tout ça, en Égypte, par exemple, à l'époque de Nasser, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas, par exemple, d'hôpitaux, que très très rare dans le gouvernorat seulement, il n'y avait pas, par exemple, des usines et tout ça, donc il a fait des usines, il a fait une infrastructure sans pareil. Je crois que, Monsieur le Président, si vous répétez l'expérience, mais en fait, je crois qu'il faut aussi accorder une attention davantage à ce qui pourrait être productif, c'est-à-dire des projets, des usines qui pourraient aussi nous permettre d'avoir une main-d'œuvre, une vaste main-d'œuvre, parce que, vous voyez que c'est très bien, il y a un grand taux de chômage. Donc, tout le monde est toujours en quête de. Le taux de chômage était de 13,1% il y a 2 ans, et aujourd'hui c'est 6,5% selon les données de grandes institutions internationales. Alors, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Voilà, c'est très bien. Donc, mais en fait, il ne faut pas demander en fait l'impossible à cet homme qui se trouve dans une situation tout à fait délicate. Vous avez un pays, par exemple, qui était négligé pour peut-être une vingtaine d'années, parce que Moubarak a travaillé seulement pour le premier mandat, c'est-à-dire jusqu'à 1987 seulement, bien jusqu'à 90. Donc en 86, on a beaucoup souffert en fait d'une crise économique très très. Je crois que vous aussi vous en souvenez donc. Donc, c'était un pays sans infrastructure suffisante, un pays presque détruit en fait. Donc, pour réparer tout cela, il faudrait une décision tout à fait décisive. Oui, c'est vrai que la plupart du temps, le président, il prend la décision même unilatéralement, parce qu'en fait, c'est très très long, par exemple, de suivre toutes les procédures, tout ça. Peut-être il y a certains qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord, donc on va se perdre dans de tels détails, on va arriver à rien. C'est ça la démocratie. Oui, c'est ça la démocratie. mais je crois que c'est la question qui obsède, si vous voulez, la mentalité du président, c'est quoi? C'est est-ce que c'est déjà le temps, par exemple, pour plus de démocratie, ou bien peut-être le pays risque de ne rien faire
à cause de la démocratie. Parce que c'est aussi une question tout à fait importante. Très bien, mais je crois que le terme démocratie, pour nous, ça veut dire quand même, c'est le développement, le droit à la vie, le droit à manger, à vivre, à habiter, etc. C'est la direction du pays. Oui, la démocratie, pour nous, c'est quoi? C'est le droit de l'homme, c'est la justice, c'est l'égalité. Je vous remercie beaucoup. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je vous remercie, Dr Kamal Gadallah. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de l'Azhar. Je vous remercie et on se retrouve très très bientôt. Je vous remercie, chers téléspectateurs. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.